Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Serge Abad-Gallardo. Bonjour. Vous êtes ancien haut fonctionnaire territorial, ancien membre des loges maçonniques du droit humain. Vous êtes auteur de plusieurs livres, puisque maintenant vous êtes sorti de ces loges par votre conversion au catholicisme. Alors vous avez écrit beaucoup de livres. La conversion d'un franc-maçon, comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges, aux éditions Artege. Je servais Lucifer sans le savoir, aux éditions Téqui. Secret maçonnique ou vérité catholique, également aux éditions Artege. Et nous vous recevons aujourd'hui avec Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine, pour ce livre Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses, aux éditions Artege également. Donc, ce que je vous propose au début, c'est simplement, on va parler évidemment de ces liens entre la politique, la franc-maçonnerie. Vous parlez largement aussi dans ce livre de la doctrine maçonnique, en fait, qui vient expliquer aussi pourquoi les francs-maçons viennent à soutenir certains projets de loi. Mais est-ce que vous pouvez peut-être revenir très brièvement sur votre histoire personnelle, comment vous en êtes venu au milieu de ces loges, à vous convertir au catholicisme et puis à sortir de ces loges? Bien, tout d'abord, je suis entré en franc-maçonnerie, je crois, à l'âge de 32 ans, parce que j'étais, comme la plupart des personnes, en recherche, j'emploierais le terme métaphysique. Voilà. Je crois que nous cherchons tous à savoir pourquoi nous sommes sur Terre et pourquoi nous en avons conscience de l'être. J'ai passé effectivement 24 ans au sein des loges. J'ai occupé la plupart des postes d'officier, dont celui de vénérable maître. J'ai été coopté au sein des hauts grades, et je précise que seule une petite partie des francs-maçons font partie des hauts grades. C'est un secret dans le secret, c'est une élite dans l'élite. Et il se trouve que par, je dirais, l'intercession de Marie, j'ai retrouvé la foi. J'avais été baptisé étant enfant, j'avais fait ma communion comme tout le monde, mais je viens d'une famille d'origine espagnole, mais qui n'était pas pratiquante. Et je m'étais, après ma communion, considérablement éloigné de l'Église. Et quand je dis considérablement, c'est un euphémisme. Je peux dire qu'à l'époque, je faisais partie des francs-maçons bouffeurs de curés, au point que je me souviens, et j'en ai encore un petit peu honte, même si je m'en suis confessé, avoir vertement critiqué en loge le Saint-Pape Benoît XVI. Et donc, à la suite de cette conversion, eh bien, j'ai compris d'abord une chose que j'ignorais complètement, puisque la franc-maçonnerie n'en fait jamais état, à savoir que l'on ne peut pas être catholique et franc-maçon, puisque les deux doctrines sont parfaitement incompatibles. Je le démontre largement dans mes ouvrages et mes conférences, mais je n'ai pas la prétention d'être plus compétent en la matière que le Vatican, qui, depuis 1738, multiplie ces déclarations d'incompatibilité. Et cherchant un petit peu, en regardant le rituel avec les yeux de la foi et de la théologie, cette incompatibilité s'est confirmée en moi. Et comme je suis quelqu'un assez clair, assez entier, et j'espère honnête avec moi-même, j'ai fait le choix de quitter la franc-maçonnerie. Effectivement, on va revenir sur cette opposition entre la franc-maçonnerie et le catholicisme, mais donc pour ce livre, maintenant, les liens entre la politique et la franc-maçonnerie, vous remontez pour les expliquer très loin en arrière, alors jusqu'à la fondation de la franc-maçonnerie au début du XVIIIe siècle, et en fait on comprend à travers votre livre que les francs-maçons, dès le XVIIIe siècle, tout au long du XVIIIe siècle, alors c'est fondé en Angleterre, mais ensuite ça va s'implanter dans le reste de l'Europe, et vont largement participer à élaborer cette doctrine révolutionnaire. Alors, il n'est plus besoin d'aujourd'hui de démontrer les liens entre Voltaire, ou enfin les grands philosophes des Lumières étaient effectivement francs-maçons. Mais donc voilà, vous expliquez que la franc-maçonnerie a joué un rôle très important, ne serait-ce que d'abord dans la Révolution française, et puis ensuite on viendra aux républiques suivantes. Oui, alors ça n'est pas moi qui dis, moi je ne suis pas historien, mais je me suis contenté de reprendre
les déclarations de certaines obédiences maçonniques. Oui, on précise avant quand même que dans votre livre, que les sources que vous citez sont très largement issues de francs-maçons eux-mêmes, Oui. sortis ou non des loges, qui expliquent ce qui se passe dans les loges et la doctrine maçonnique. Voilà, effectivement, vous faites bien de soulever ce point, puisque je me considère comme un témoin. J'ai des choses à dire sur le sujet, mais vous savez que le témoignage est toujours plus ou moins subjectif. Donc, comme je me méfie de ma propre subjectivité, eh bien, je confirme ce que je crois avoir compris et ce que je pense avoir compris de la franc-maçonnerie et de son action, notamment politique, notamment au sein de la société, eh bien, par des citations qui sont le fait de francs-maçons et souvent de dignitaires ou d'auteurs de référence de la franc-maçonnerie. Pour revenir à votre question, effectivement, la franc-maçonnerie elle-même reconnaît son rôle dans l'élaboration d'abord des idées révolutionnaires et ensuite de la mise en œuvre de la révolution. Donc, je cite par exemple le site web du Grand Orient que l'on peut consulter. La création du Grand Orient marque le retour au levier de commande de la maçonnerie française, qui jouera un rôle de premier plan dans les événements de 1789. Donc, on voit dans cette citation déjà qu'on parle de retour. Ça veut dire que déjà, il y avait une action préalable. Et il y a un franc-maçon qui est assez connu et qui était également, si je me souviens bien, un journaliste du 19e siècle. Je le cite également. Il importe d'introduire le lecteur dans la mine, au sens d'exploitation, hein, dans la mine que creusaient alors sous les trônes et sous les autels les révolutionnaires bien autrement plus profonds et agissants que les encyclopédistes. Voilà, donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse contester que la franc-maçonnerie ait eu un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la révolution. Même si, et je terminerai sur ce point, l'objection la plus courante qui est formulée par la franc-maçonnerie, même si de nombreux aristocrates firent partie à l'époque de la franc-maçonnerie, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un système qui perdure encore aujourd'hui. Hier, j'étais dans un débat avec le grand maître adjoint du droit humain sur une autre radio, et j'observais, et il l'a reconnu, que les ouvriers, les employés sont très faiblement représentés au sein des loges maçonniques. Il y a, à mon avis, une sorte d'élitisme. On rencontre des magistrats, des professions libérales, des catégories sociales plus, CSP+, mais pratiquement pas d'ouvriers. Et déjà à l'époque, eh bien, la franc-maçonnerie avait bien compris que pour faire passer ses idées politiques, il fallait d'abord s'adresser à l'élite politique du pays, qui étaient les grands bourgeois et les aristocrates, plutôt que d'aller chercher le charretier du coin ou le paysan dans sa campagne. Effectivement, je vais laisser la parole à Jean-Louis Tremblay et je vais vous laisser la parole, Jean-Louis Tremblay, pour plusieurs questions puisque vous devez nous quitter à 9h, alors je vous laisse un peu la parole. Oui, je crois que le rôle de la franc-maçonnerie dans l'avènement de la Révolution française n'est plus à démontrer. D'ailleurs, dans votre livre, Monsieur Abad-Galardo, vous décrivez un rituel tout à fait stupéfiant où des francs-maçons, des frères, se réunissent, leurs pieds formant une équerre à 90 degrés et par 3 fois scandent liberté, égalité, fraternité, tout en faisant un salut romain. Je trouvais ça assez frappant. Passons sur l'aspect historique, puisque votre ouvrage n'a pas vocation historique. Je voudrais qu'on vienne directement à l'actualité. Avec ce que vous venez de dire, la surreprésentation des frères dans certaines professions, dans certaines administrations, hein, vous citez éducation nationale, mais aussi armée, police, justice, leur rôle dans les différents projets sociétaux depuis plusieurs décennies. Alors, dans l'ordre, nous avons l'avortement, la pilule, le Pacs, le mariage pour tous, PMA, GPA, etc. Et surtout, ce qui est important, puisque le titre du livre est tout de même « Franc-maçonnerie et politique », et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, la surreprésentation de la franc-maçonnerie dans nos 2 chambres, au Parlement, à travers ce que vous appelez les fraternels. Alors ça, on ne connaît pas vraiment quand on n'est pas initié, ce qui est mon cas, et je pense que c'est le cas de Valentin et Corentin. Je confirme.
Voilà. C'est-à-dire que ces fraternels, si j'ai bien compris, sont intersectionnels et regroupent toutes les obédiences. Et vous donnez un chiffre qui est quand même hallucinant, c'est que sur les 900 parlementaires, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat, il y a 300 maçons, ce qui fait 35%. Or, il n'y a que 150 000 maçons en France, c'est-à-dire 0,35%. On a 35% à l'Assemblée et 0,35% en France. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors ces chiffres, je n'en témoigne pas, puisque je n'ai pas fait partie de la fraternelle parlementaire, mais je les ai trouvés en cherchant, et ils sont issus d'une déclaration de Bernard Sauger, qui est un ancien président de la fraternelle parlementaire et par ailleurs homme politique du parti, à l'époque UMP, si je me souviens bien, en tout cas de la lignée LR. Donc effectivement, moi ce que je note, et ce qui me paraît remettre en cause les fondements de la démocratie telle qu'on nous la présente et telle qu'on aimerait qu'elle soit, c'est que effectivement les francs-maçons, je dirais au sens large, c'est-à-dire les 156 000 francs-maçons, rapportés au nombre d'électeurs français, sont 0,34% des électeurs. Or, ils sont à l'Assemblée, aux deux assemblées, 35%, c'est-à-dire un chiffre 100 fois plus important. C'est-à-dire que si vous êtes franc-maçon, eh bien, vous avez 100 fois plus de chances d'être élu parlementaire que si vous êtes profane, entre guillemets. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est que, comme je démontre, et je ne pense pas que ce soit contestable, en tout cas, le dignitaire maçonnique qui est intervenu hier pour tenter de me contredire a tenté de minimiser le rôle en tout cas le nombre des participants à la fraternelle parlementaire, mais n'a absolument pas contesté, au contraire, que la franc-maçonnerie œuvrait à la modification des lois sociétales en France. Et il l'a même confirmé. Donc, ce qui est quand même troublant, c'est que 0,34% des Français et des électeurs français votent des lois exercent des pressions en quelque sorte ou des intrigues même, puisque c'est une pression, c'est quand même, ça n'est pas secret. Moi, je parle d'intrigue, puisqu'ils agissent dans le secret. Eh bien, ils font voter des lois pour 99,66% des Français. Je ne pense pas que ce soit là une œuvre démocratique. Jean-Louis Tremblay, vous voulez garder la parole, étant donné que vous nous quittez à 9h? Oui, moi je voudrais que vous reveniez sur l'une des accusations que vous portez à l'encontre de la franc-maçonnerie. C'est quand même assez grave. C'est quand alors, vous parlez du secret, vous parlez des cérémonies, vous parlez des rituels. Et d'après votre expérience et selon votre témoignage, vous mettez en exergue la dimension, je vous cite, luciférienne de la franc-maçonnerie. Donc c'est une accusation assez grave. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie pour vous? Alors, ça va être difficile de l'expliquer en quelques mots, puisqu'il m'a fallu un livre pour donner un certain nombre de détails qui démontrent cet aspect luciférien. J'avoue que ça ne me fait pas plaisir et je sais que ça heurte les francs-maçons. Je pense que s'ils sont sincères, et je crois que beaucoup de francs-maçons sont sincères, c'est la raison pour laquelle je différencie les francs-maçons et la franc-maçonnerie, qui est une idéologie. C'est ce que je combats. Or, je ne veux aucun mal aux francs-maçons, bien au contraire, je prie régulièrement pour leur salut. Eh bien, cet aspect luciférien, en quelques mots, il se remarque avant tout dans le fait que, si je prends l'exemple de l'euthanasie, qui est d'actualité, les francs-maçons nous donnent généralement, alors je parle des dignitaires, quand je parle des francs-maçons et à ceux qui portent la parole de la franc-maçonnerie, nous donnent généralement des arguments extrêmement fallacieux pour justifier que l'euthanasie doit être légalisée. Et, la souffrance, la perte de dignité, généralement, sont les deux principaux. Or, je témoigne personnellement, pour avoir été un laïc en mission ecclésiale dans un hôpital affecté principalement à la fin de vie, je n'ai jamais vu de gens souffrir, puisque les médications sont aujourd'hui très efficaces, et dans le pire des cas, il y a la sédation, donc il n'y a pas de souffrance. Quant à la perte de dignité, cette dignité résulte du regard que l'on porte sur l'autre. Moi, j'estime que lorsqu'on voit une personne qui est en fin de vie et qui se pose des questions justement sur l'existence,
Si on l'accompagne spirituellement et si on lui montre ce qu'est l'amour de Dieu et son propre amour personnel en tant qu'être humain, eh bien cette dignité, elle n'est jamais perdue. Donc sur l'euthanasie, ce qu'il y a derrière l'idéologie maçonnique qu'on tente de nous imposer aujourd'hui, puisque je rappelle que c'est un projet maçonnique, en témoigne par exemple Maurice Caillé, qui a eu à peu près le même parcours que le mien, 20 ans avant le mien, je l'ai découvert après avoir écrit mon premier livre. Eh bien, c'est un projet maçonnique. Le premier projet la première proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée a été déposée par Monsieur Caillavet, sénateur et franc-maçon notoire et bien connu justement des politiques francs-maçons, en 1978. D'ailleurs, je reprends par exemple une déclaration du grand maître de la Grande Loge de France, Pierre Simon à l'époque. Ce que nous nous attachons à réformer, à transformer, c'est la société. Ce sont les frères de la Grande Loge de France qui ont été à l'origine des transformations législatives. Vous voyez bien, je ne l'invente rien. Et le tout dernier qui vient d'être proposé au peuple français, le problème de l'euthanasie. À l'époque, c'était en avril 2000. On voyait bien qu'il y a une constance. Voilà. Et cette idéologie qui sous-tend la volonté de légalisation de l'euthanasie, c'est tout simplement la volonté, et c'est ce qu'il y a derrière le terme d'humanisme tellement employé par la franc-maçonnerie, de placer Dieu derrière l'homme, c'est-à-dire de remplacer Dieu par l'homme en quelque sorte. Et c'est très bien dit par Pierre Simon, justement, dans son livre De la vie avant toute chose, où il justifie l'avortement, et où il explique comment le maillage maçonnique a contribué à l'avortement, ce qui ne veut pas dire qu'une certaine partie de la population n'était pas favorable, mais en tout cas, ils ont apporté cette légalisation. Eh bien, Pierre Simon nous dit la contraception justifie l'avortement et l'avortement va justifier à terme, donc c'est bien avant, on est je crois dans les années 70-80, justifie également l'euthanasie. C'est également ce que dit le grand maître du Grand Orient lorsqu'il explique, et c'est là où on va retrouver l'aspect luciférien de la révolte de l'homme contre Dieu, qui est avec une volonté de prédominance de l'homme sur Dieu. L'euthanasie résulte de l'autonomie que doit avoir chaque franc-maçon. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, je paraphrase, mais le grand maître du Grand Orient nous dit la franc-maçonnerie valide l'autonomie individuelle la plus exacerbée et cela justifie l'avortement et l'euthanasie. Voilà, donc, cette révolte contre Dieu, ça je le dis rapidement, elle participe de l'aspect luciférien. Le deuxième point, et j'ai essayé d'être très court là-dessus parce que c'est un petit peu compliqué sur le plan théologique, le mot de passe ou le mot sacré, je ne me souviens plus, le mot secret des maîtres, c'est Tubal-Caïn. Et un grand maître dit Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. Ça, c'est la Genèse elle-même qui l'explique dans la Bible. Et un grand maître confirme ce que je vous dis, un grand maître d'une obédience maçonnique. Nous prétendons descendre de la racine de Caïn. Je pense que pour un être humain, être le descendant spirituel de Caïn, il y a quand même un petit peu mieux à rechercher si on veut être au service de l'homme. Voilà, donc ces deux aspects, on voit bien que Caïn, c'est l'homme inspiré par Satan, et le maître franc-maçon revendique cette paternité, et d'un autre côté, il y a cet orgueil exacerbé, avec derrière la lutte permanente depuis 1717 de la naissance de la franc-maçonnerie contre l'Église catholique, ce qui est une révolte également contre Dieu. Et pour parler du personnage de Tubal-Caïn, vous expliquez aussi qu'il y a tout un symbolisme autour du forgeron qui forge lui-même son destin. Mais justement, alors revenons justement à ses origines à 1717, puisque c'est très important aussi d'expliquer que, voilà, vous l'avez déjà dit en préambule, mais les francs-maçons ne sont pas du tout tous ni forcément favorables, ni au courant de cette idéologie franc-maçonne, puisque, comme vous l'avez dit au début, cette compréhension de l'idéologie franc-maçonne est réservée à une très petite élite au sein même de la franc-maçonnerie. Alors, est-ce que vous pouvez bien préciser, voilà, peut-être l'organisation d'une loge pour que les gens puissent comprendre à quel point c'est le fruit d'une minorité dans la minorité, cette idéologie? Alors, je voudrais porter un témoignage personnel. J'ai rencontré il y a un an ou deux un monsieur titulaire du 30e degré, donc c'est un des plus hauts grades, du rite écossais ancien et accepté,
En fait, dans ce rite, il y a 33 degrés, et les 31, 32 et 33e degrés sont des grades d'administration. Donc, le plus haut grade initiatique, symbolique, c'est le 30e. Donc, ce monsieur était au 30e degré à l'époque, et il me dit, il m'a invité, il m'a contacté, il m'a invité parce qu'il souhaitait à l'époque quitter la franc-maçonnerie, et je pense qu'il l'a fait. Il a eu beaucoup de difficultés, mais j'espère pour lui qu'il l'a fait. Et il nous disait, en parlant des francs-maçons en général, c'est-à-dire ceux des loges bleues, hein, c'est-à-dire apprentis, compagnons et maîtres, je ne suis même pas certain qu'ils comprennent ce dont ils parlent. Et si je prends Albert Pike, qui est pour la franc-maçonnerie ce que Saint-Augustin est pour les catholiques, eh bien, il nous explique que les symboles francs-maçons sont volontairement obscurcis, l'explication est largement détournée afin que les francs-maçons des loges bleues, c'est-à-dire des loges subalternes en quelque sorte, croient qu'ils les comprennent, mais qu'ils ne les comprennent pas. Et cette compréhension est réservée, c'est Albert Pike qui parle, hein, c'est dans Morals and Dogmas, mais je confirme complètement par mon expérience, il nous dit que seuls les princes et les adeptes, c'est-à-dire les gens du 26e, 28e jusqu'à 30e degré, ont la réalité de ce que sont les symboles. Pour bien expliquer le fonctionnement ou l'organisation des loges, quel que soit le rituel employé, en fait, vous avez ce qu'on appelle les loges bleues, qui décernent le grade d'apprenti, de compagnon et de maître, c'est-à-dire ceux qui procèdent d'abord à l'initiation, ensuite aux augmentations de grade. Puis, vous avez les hauts grades qui sont plus ou moins nombreux selon le rituel qui est pratiqué. Et les hauts grades sont en quelque sorte une précision de ce qui est enseigné par la franc-maçonnerie au grade de maître. Pour le dire autrement, au grade de maître, vous avez toute la franc-maçonnerie, toute l'idéologie, toute la doctrine maçonnique, mais comme c'est extrêmement obscur et peut-être parfois volontairement caché, eh bien, cette idéologie est disséquée, expliquée, précisée dans les hauts grades, et plus on monte dans les grades, et plus on sait de quoi on parle. Je prendrai juste un exemple pour vos auditeurs, et puis pour que vous compreniez bien de quoi je parle, parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas fait de parcours maçonnique, c'est un peu compliqué. Eh bien, par exemple, au 30e degré, et je reviens à la question de votre confrère journaliste sur l'aspect luciférien, on a dit tout à l'heure que Lucifer, c'est l'ange qui se révolte et qui se prend pour Dieu. Eh bien, le titulaire du 30e degré s'appelle Adonai. On lui pose la question rituelle, n'avez-vous pas d'autre nom, parce que c'est son véritable nom, c'est Chevalier Kadosh, n'avez-vous pas d'autre nom? Et il répond, je m'appelle Adonai. Deuxième aspect du rituel, apprenti, il est entré par la porte des hommes, Chevalier Kadosh, titulaire du 30e degré, il sort par la porte des dieux. Donc vous voyez bien que à partir de là, on commence à comprendre que finalement, cet aspect luciférien est bien présent, d'autant plus qu'à cette cérémonie du 30e degré, il y a un passage où le candidat, armé d'un poignard qui est l'arme du chevalier Kadosh, du 30e degré, c'est son arme symbolique, se trouve placé devant 3 crânes et fait mine de donner un coup de poignard sur chacun d'entre eux. Le premier crâne étant coiffé d'une couronne, donc c'est la monarchie. Alors, je tire mon explication, parce que moi je ne suis pas allé au 30e degré, je tire mon explication d'un livre extrêmement intéressant, écrit par une personne de référence, qui s'appelle Irène Menghi. Donc, c'est une référence tout à fait incontestable. Donc, la couronne royale, c'est le symbole de l'autorité monarchique. La deuxième crâne est coiffée d'une tiare papale, donc c'est le symbole de la royauté de l'Église, de la puissance de l'Église. Et le troisième, c'est une couronne de laurier et qui symbolise en fait le responsable des Templiers qui, alors lui par contre, on ne lui donne pas de coup de poignard, c'est celui qu'on va vénérer. D'accord, très bien. On va revenir évidemment sur les projets de loi, sur l'influence de cette franc-maçonnerie dans les politiques. Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine, vous allez devoir nous quitter, mais Serge Abad-Gaillardeau, vous restez bien avec nous jusqu'à 9h15, 9h18. Tout de suite, il est 9h01, on fait un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées.
Vue de haut. Nous sommes toujours avec Serge Abad-Gallardeau, ancien haut fonctionnaire territorial, ancien membre de la loge maçonnique du droit humain, converti au catholicisme, qui a donc quitté les loges maçonniques et écrit plusieurs livres sur la franc-maçonnerie depuis, et dont ce dernier, Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses, aux éditions Artege. Je voulais revenir avec vous, Serge Abad-Gallardeau, sur un épisode que vous relatez dans votre livre, puisque vous expliquez que, alors bien sûr, le caractère secret de l'action maçonnique est assumé dans les loges, le caractère aussi fraternel, c'est-à-dire vous avez des serments maçonniques qui vous obligent à effectivement privilégier vos frères maçons hauts profanes et qui sont assumés dans les loges, et ce qui explique aussi que la franc-maçonnerie était très présente. On a vu au niveau national avec ces lois sur lesquelles aussi on va revenir, la loi LGBT, la crémation, mais aussi au niveau local. Et vous avez notamment, vous, vécu à Narbonne, qui est une des villes les plus maçonniques de France selon vos dires, un épisode qui montre vraiment à quel point la franc-maçonnerie est omniprésente aussi dans certaines villes de France. Oui, alors Narbonne, ville maçonnique, bien sûr, j'en témoigne, je l'ai vu. Un ancien sous-préfet de Narbonne s'était exprimé dans la presse et avait dit, en substance, à Narbonne, il vaut mieux chercher à savoir qui ne l'est pas plutôt que qui l'est. Voilà. Et deuxièmement, la plupart des élus de Narbonne et de sa région font partie de la franc-maçonnerie. Quant aux chiffres que j'annonce dans le livre, c'est-à-dire que Narbonne est une ville où les francs-maçons sont 7 fois plus nombreux que dans les villes de même importance en France. Eh bien, il résulte d'une enquête qui a été faite par un journal local avec un journaliste extrêmement sérieux que je connais bien. Voilà. Donc, effectivement, la franc-maçonnerie est très présente. Alors, dans mon livre, j'évoque surtout son action au niveau national, mais il faut savoir qu'elle est très présente au sein des collectivités territoriales, que ce soit à l'échelle de la commune, du département ou de la région et bien entendu des intercommunalités. Par exemple, l'intercommunalité à laquelle j'appartenais lorsque j'étais haut fonctionnaire, eh bien, est largement truffée à travers non seulement ses vice-présidents, mais également ses chefs de service et directeurs de francs-maçons. Alors, bon, tout ça, ça fonctionne un petit peu en vase clos. Et ce qui est gênant, surtout, c'est que on voit, alors le chiffre que je donne, que je n'ai pas inventé, que je tire d'une expression d'un ancien président de la fraternelle parlementaire, est de 35%. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation pour un franc-maçon parlementaire d'adhérer à cette fraternelle parlementaire. Donc, on peut supposer qu'ils sont au minimum 30%, et moi, j'ose annoncer le chiffre de 40%, puisque ils sont largement supérieurs à ce chiffre. Ce que je constate également, c'est que, alors je ne l'ai pas exprimé dans le livre, puisqu'effectivement, comme l'a dit votre collègue reporter au FIGMAG, je ne suis pas historien. Moi, j'ai fait quelques références historiques pour montrer simplement, la continuité de l'action maçonnique dans le milieu politique. Eh bien, ce chiffre de 30-40%, on le retrouve tout le long de l'histoire française depuis la Révolution, puisqu'à l'Assemblée constituante et à la Convention, on avait déjà, et je tire ces chiffres de dictionnaire maçonnique, donc je ne les invente pas, et bien entendu, je n'étais pas là à l'époque, mais il y avait environ 30% également de conventionnels et de constituants qui étaient francs-maçons. Donc, on voit bien que ce soit à l'échelle locale, selon les organes décentralisés ou au plan national, non seulement les élus francs-maçons sont présents et largement, parce que quand même 30%, ça n'est pas rien, mais en plus ils influent sur les décisions. Je précise qu'il n'y a pas que les lois nationales, il y a des décisions réglementaires qui interviennent également au sein des collectivités territoriales et qui vont s'imposer auprès de la population. Donc effectivement, cette expérience, je l'ai vécue. Je me souviens par exemple que la dernière mandature à laquelle j'ai participé, pas l'actuelle, je ne la connais pas, parce que maintenant je suis retraité, mais le maire qui a été élu à la suite de celui qui m'avait initialement embauché était franc-maçon, franc-maçon, puisqu'il fait partie de la Grande Loge de France, et j'ai vu arriver à l'époque, vous savez, lorsqu'un maire nouveau arrive, eh bien il y a une sorte de ce qu'on appelle
turnover du personnel dirigeant, des élus bien entendu, et j'ai vu arriver, comment dire, une sorte de raz-de-marée maçonnique. La plupart des membres du conseil municipal et des adjoints du maire étaient francs-maçons, et les chefs de service ont tous été remplacés. À l'époque, j'en faisais partie également. Et par exemple, le directeur général de l'époque était lui-même franc-maçon. Vous voyez que je n'invente absolument rien. Bien sûr. Je propose quand même, pour continuer dans cette interview, de revenir sur les différentes lois qui ont été avancées par la franc-maçonnerie dans l'histoire de la République, puisque, en fait, pour comprendre pourquoi la franc-maçonnerie les a avancées, il faut revenir à la doctrine maçonnique. Puisque voilà, c'est pas seulement pour le plaisir de faire avancer des lois que la franc-maçonnerie agit, c'est pour promouvoir sa doctrine, et sa doctrine répond à un rite initiatique. Ce qui veut dire que l'individu a un parcours à accomplir en vue de s'élever et de dépasser, voilà, vous l'avez dit, le stade de Dieu. Et ça donne lieu par exemple à la crémation, puisque vous expliquez que la crémation est dans la franc-maçonnerie un acte essentiel pour accomplir son initiation, et que donc voilà, la raison pour laquelle la crémation a été votée en France, c'était uniquement pour servir les francs-maçons, puisqu'à l'époque, au moment où ça a été voté, c'était seulement les francs-maçons qui avaient recours. Oui, alors déjà, ce que je dois dire, c'est que s'agissant de l'action politique, alors je voudrais juste faire une petite digression. Oui, je vous en prie, on a un peu de temps. De la franc-maçonnerie. En fait, cette action, elle revêt plusieurs aspects. Tout d'abord, il y a l'aspect personnel, c'est-à-dire chaque franc-maçon est invité en loge, souvent, alors il n'y a pas d'obligation, mais il y a, comment dire, une valorisation de l'action syndicale, de l'action politique au sein de la société, donc à titre individuel. On invite donc les francs-maçons à s'investir dans le champ de la société. Bon, ça n'est absolument pas contestable, puisque je crois qu'il appartient à chaque individu de pouvoir participer à la vie de son pays sur le plan politique. Les deux autres modes d'action sont plus contestables, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des questions à l'étude des loges, qui sont donc, c'est une question qui est posée, alors il y a un va-et-vient entre le local et le national, dont je n'entrerai pas dans le détail, mais chaque année, il y a une question d'ordre sociopolitique qui est posée à l'ensemble des loges, et ce travail donne lieu à une réforme, à une synthèse, excusez-moi, à une synthèse nationale, et cette synthèse est transmise aux plus hautes instances de l'État. Alors, ce qui me gêne beaucoup, c'est que je démontre dans mes ouvrages et dans mes conférences, je précise que le grand maître auquel j'ai eu affaire hier n'a pas contesté. La franc-maçonnerie est une religion qui ne s'avoue pas comme telle, puisque ça lui permet ainsi d'échapper aux dispositions de la loi de 1905 et de participer au débat politique sans être critiqué. Donc c'est d'ailleurs Vincent Payon, qui je suppose est franc-maçon, et s'il ne l'est pas, c'est ce qu'on appelle un maçon sans tablier, c'est-à-dire quelqu'un qui est acquis aux idées maçonniques, nous disait bien que la franc-maçonnerie est la religion de la République. Donc voilà, deuxième action, donc c'est la synthèse de ce que pense la franc-maçonnerie, et qui va inspirer les personnes qui gouvernent notre pays, que ce soit les parlementaires ou que ce soit les gouvernementaux. La troisième est beaucoup plus insidieuse encore. C'est ce que j'appelle c'est ce qui s'appelle la fraternelle parlementaire, c'est-à-dire c'est les 30 ou 40% de francs-maçons parlementaires dont nous parlions tout à l'heure. Ce n'est pas plus gênant plus que ça que des francs-maçons soient également parlementaires. Moi, je crois que chacun a le droit à son opinion métaphysique ou religieuse, ou peu importe comment on peut qualifier son engagement personnel. Ce qui est gênant, par contre, c'est que cette fraternelle a été créée par Henri Caillavet, que j'ai nommé tout à l'heure, sénateur et franc-maçon à l'époque, aidé également par Paul Ramadier, qui n'est pas le premier venu, puisqu'il est le président du Conseil à l'époque, donc c'est le plus haut personnage de l'État. Quel est l'objectif de la création? Et je cite ce que disait Henri Caillavet: pour faire passer en loi les idées réformistes à l'Assemblée, il va falloir construire un cheval de Troie. L'expression est parlante. L'idée était de pouvoir transformer en loi un certain nombre de nos idées. Et donc, comme je l'explique dans le livre, et on va revenir ensuite à l'exemple de la crémation, mais il y en a de nombreux autres,
les idées politiques de la franc-maçonnerie sont sous-tendues par la doctrine ésotérique de cette organisation initiatique. Pour expliquer ce point, et encore une fois, on peut le développer d'autres thèmes, chaque fois qu'on va trouver une loi maçonnique, on peut puiser dans le rituel maçonnique toutes les informations qui permettront de comprendre le bien fondé selon la franc-maçonnerie de la loi. Parlons de la crémation. Eh bien, je propose, Serge Abad-Galardeau, puisqu'il ne reste plus que quelques minutes, plutôt que d'évoquer la crémation, qui est un sujet qui est un petit peu ancien maintenant dans l'histoire, on va évoquer le sujet des revendications LGBT, voilà, du mariage pour tous, puisque c'est plus récent, la manif pour tous a fêté ses 10 ans récemment. Ça répond aussi, les revendications LGBT, à une idéologie, au contenu de la religion franc-maçonne. Est-ce que vous pouvez l'expliquer comment ? Oui, alors, je vais faire très court, puisque effectivement, quelques minutes. On a encore quelques minutes, vous avez le temps de développer un peu, ne vous êtes pas. D'accord. Et puis le sujet est très vaste. En fait, si je résume, l'idéologie, comment dire, je ne vais pas dire genrée, parce que c'est un terme qui me gêne, mais l'idéologie qui évoque la sexualité en franc-maçonnerie fait de l'androgynie, c'est-à-dire la possibilité d'être à la fois homme et femme ou homme et femme de manière successive, le nec plus ultra. Alors, je l'explique sur la base du rituel, c'est-à-dire que ça n'est pas une interprétation personnelle. Lorsque vous êtes apprenti, vous êtes placé sous une sorte de sexualité ou de sexuation, pardonnez-moi ce néologisme, une attribution sexuelle féminine, passive. Lorsque vous devenez compagnon, vous passez sur une sexuation masculine, positive, et lorsque vous devenez maître, en fait, vous absorbez les deux composantes de la sexualité humaine, femme et homme, puisque vous faites la synthèse de l'aspect féminin de l'apprenti et de l'aspect masculin du compagnon. Une chose pour expliquer ce point, l'apprenti est assis sur la colonne du nord, c'est-à-dire la colonne, c'est la rangée de sièges, hein. C'est le terme maçonnique pour dire l'endroit où se trouvent les apprentis. Il est sur la colonne du nord, c'est-à-dire l'aspect passif, ténébreux, froid, où il ne se passe rien, et l'aspect donc féminin, avec une colonne qui cette fois est une colonne d'architecture qui porte le nom de Boaz. Et Boaz, donc, c'est en fait un terme hébreu qui renvoie à la féminité. Le compagnon est placé sur la colonne Jacquin, et il est placé au sud, c'est-à-dire la colonne qui est effective, qui est active, et Jacquin renvoie à « il bâtira », c'est un terme hébreu qui renvoie à « il bâtira », et donc c'est une connotation positive et active. J'ajoute que ces placements sont impératifs. Le maître, lui, peut s'asseoir où il veut. Sur la partie active, sur la partie passive, il a le choix, puisqu'il est en quelque sorte, et je l'explique avec des termes du rituel, il est androgyne. C'est-à-dire qu'il fait la synthèse des deux aspects de la sexualité, et en faisant cette synthèse, il se rapproche de la perfection métaphysique. Donc, on voit bien qu'il y a un lien. Alors, ce qu'a contesté hier le dignitaire, mais il ne m'a pas laissé le temps, et puis bon, l'émission était trop courte, de développer ce point. On voit bien qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle la théorie du genre, qui est prétendument inexistante, mais que je persiste, et je prends exemple sur le pape François, qui, je pense, a une certaine culture et une certaine intelligence, au moins aussi étendue que celle de notre ancienne ministre de l'Éducation, Madame Najat Belkacem. Voilà, et lui-même utilise cette dénomination de théorie du genre. Donc on voit bien ce lien. Et évidemment, au-delà de cette idéologie, on a le droit de penser que finalement il y a du féminin, du masculin dans chaque être humain. Moi, je ne conteste pas le fait que chacun puisse avoir son opinion sur tous les sujets discutables. Mais la difficulté pour la société, c'est qu'ensuite on va porter dans les lois cette idéologie
Et on va considérer, par exemple, que le mariage peut être également Absolument. homosexuel. Et voilà, et c'est à chaque fois aussi la volonté de reprendre les sacrements chrétiens pour en faire des sacrements maçonniques. Je suis désolé, on va pas pouvoir aller plus loin, mais on vous réinvitera évidemment pour parler de ces sujets parce que c'est très important. Merci beaucoup en tout cas Serge Abad-Gallardo, ancien haut fonctionnaire territorial, ancien membre de la loge maçonnique du droit humain et auteur de nombreux livres depuis sur la franc-maçonnerie puisque vous êtes sorti de ces loges en vous convertissant au catholicisme et dont ce dernier, Franc-maçonnerie et politique, les lésions dangereuses aux éditions Artege. On vous réinvitera vraiment, je vous le dis, pour parler de ces sujets, mais en attendant, on doit continuer l'émission. Je suis désolé, au revoir.